Donc, merci Nicolas Giraudot de faire participer effectivement des protagonistes du monde dentaire, puisqu'en fait, on le sait, c'est depuis 2009 que la loi définit en fait la télémédecine avec ces 5 actes de télémédecine qui sont identifiés et qui peuvent effectivement s'appliquer au domaine de la chirurgie bucco-dentaire. Donc, il y a un cadre qui est dit léger au niveau légal, puisque cette définition de la télémédecine est inclusive. Elle est ouverte à toutes les professions médicales et la définition est peu précise de cette télémédecine et des actes référents qui sont accolés. L'encadrement des conditions de réalisation des actes de télémédecine est fait par du droit souple et on a vu qu'effectivement, il y a eu un mode dégradé, en particulier sur la technique qui a été acceptée pendant la période Covid, en particulier pendant la période du premier confinement. Alors, comment les chirurgiens dentistes se sont positionnés? Effectivement, il faut, avec notre bâton de pèlerin, montrer en fait tous les bienfaits de la télémédecine, en particulier sur la situation de dépendance. C'est les premières expérimentations de télémédecine bucco-dentaire qui ont été réalisées par des chirurgiens dentistes précurseurs, donc avec des patients qui ont été accompagnés, en particulier dans des résidents d'EHPAD. Ça peut être aussi un positionnement par rapport à la situation géographique. On sait que l'indicateur géographique est un des critères, un des premiers critères au renoncement à l'accès aux soins. Là, vous avez par exemple la carte de France qui est éditée par l'Observatoire du Conseil national de l'ordre. Carte de France où on peut voir toutes les zones rouges. Les zones rouges, c'est où vous avez un chirurgien dentiste à plus de 25 km. Donc, on peut imaginer que dans toutes ces zones rouges, en particulier le bassin où vous n'avez pas de faculté de chirurgie dentaire, que vous allez de la Normandie à la région centre en passant par la région Bourgogne, Franche-Comté, on est une zone totalement désertifiée, effectivement, et ça peut être un critère qui permet d'accéder au moins à un chirurgien dentiste. Ensuite, cette situation, la troisième situation qui est très importante à nos yeux, c'est la téléexpertise. Cette situation d'expertise, c'est dans l'intérêt, par exemple, pour les maladies rares. On sait qu'il y a 2 centres de référence des maladies rares, Strasbourg et Paris, avec une multitude de centres de compétences, et le rôle pourrait être de guider, de coordonner en fait des professionnels de santé qui ne sont pas spécialisés ou qui n'ont pas la compétence pour suivre ces maladies rares et ensuite d'orienter le diagnostic. C'est ce qui s'appelle donc la téléexpertise. Donc, cette nécessité de mieux identifier en fait la place et les spécificités de la profession de chirurgien dentiste au sein de la télémédecine, notamment auprès des pouvoirs publics, dont l'ARS, la télémédecine est trop souvent réservée à nos yeux, même dans les textes, on l'a vu encore dernièrement, aux médecins. Alors, il faut mieux identifier la télémédecine du chirurgien dentiste et dans quelles conditions les chirurgiens dentistes peuvent la réaliser en fait. Y a-t-il des spécificités? Donc déjà, on a eu l'appropriation de la terminologie et des définitions par la profession. Cette apparition au sein de la télémédecine, on a appelé la télémédecine bucco-dentaire. Cette sémantique a été retenue par la Commission en numérique santé du Conseil national de l'ordre du 12 décembre 2018. Il y a une nécessité aussi de distinguer au sein de la téléconsultation les téléconsultations qui seraient asynchrones et synchrones, comme l'a fortement annoncé Nicolas Giraudot. Effectivement, nous, on serait plutôt sur une téléconsultation asynchrone. Le but, c'est quoi? C'est une meilleure efficience thérapeutique après le diagnostic et une meilleure orientation. Un chiffre indicatif que je vous soumets, c'est pendant le premier confinement, on a eu plus de 55% des appels qui a été organisé par la permanence des soins bucco-dentaires, puisque vous saviez que tous les cabinets de France étaient fermés par recommandation du Conseil national de l'ordre. Plus de 55% des appels, 57% exactement, n'ont pas abouti dans un cabinet d'urgence qui était d'astreinte. Ça veut dire que plus de 55% des appels auraient pu, par un acte de télémédecine, via une ordonnance, via des conseils, ne nécessitaient pas en fait un geste technique immédiat, un geste technique thérapeutique immédiat. Ensuite, cette appropriation des conditions de réalisation des actes de télémédecine, c'est la participation de la profession au guide de bonne pratique de l'AHS que nous avons fait, qui est relatif à la téléconsultation et à la téléexpertise. Et la création d'un contrat, ça c'est très important, un contrat de télémédecine bucco-dentaire qui est en ligne sur le site du Conseil national de l'ordre. Alors que dit ce contrat? Ce contrat, il identifie en fait 6 éléments essentiels. L'identification libre du consentement du patient, très important. La communication des données médicales utiles à l'acte.
l'exercice de la télémédecine au cabinet professionnel ou au sein de l'établissement dans lequel exercent les praticiens. Les honoraires sont communiqués en fonction des codifications de la CPAM en vigueur. Et l'information de son assurance de la pratique de la télémédecine, bien sûr, il faut être assuré avec une responsabilité civile professionnelle et la communication de ce dit contrat entre les deux professionnels, par exemple, alors c'est l'article 41-13-9 du Code de la santé publique. Donc, malgré tous ces efforts, la télémédecine bucco-dentaire, toujours, est en peine de reconnaissance, comme l'a si bien dit Nicolas Giraudot, auprès des pouvoirs publics et de l'assurance maladie. Certains acteurs peinent encore à entrevoir concrètement l'intérêt pour les usagers de la santé et pas encore dans le droit commun. On a vu que c'était du droit, ce qu'on appelle du droit mou, la prise en charge des actes de télémédecine bucco-dentaire par l'assurance maladie. Alors cette crise Covid a eu des effets positifs, c'est de montrer justement tout l'intérêt et que potentiellement ça marchait, ça fonctionnait. La profession, donc, elle était l'une des seules, en revanche, professions de santé, vous le savez bien, sage-femme, médecin, les chirurgiens dentistes ont été une seule des professions à ne pas bénéficier à titre dérogatoire d'une prise en charge des actes de télémédecine. Donc ça, c'était problématique. Alors, quelles sont les avancées? Les avancées, le Conseil de l'Ordre a fait le contrat de télémédecine bucco-dentaire. Il est là pour organiser en fait la checklist et les guidelines pour respecter la déontologie. Je dirais que maintenant, les prochaines avancées sont dans le domaine syndical, entre les syndicats et l'assurance maladie. Il y a deux éléments importants que je veux porter à votre connaissance. C'est l'article 12 de la Convention des chirurgiens dentistes de 2018, qui dit que la mise en place d'un groupe de travail qui étudiera également les modalités d'une meilleure valorisation des soins réalisés dans les établissements médico-sociaux et les conditions de mise en place d'une téléconsultation de dépistage auprès des personnes en situation de dépendance résidant dans ces établissements. Donc pour l'instant, on restreint à la situation de dépendance. Mais ensuite, dans les conclusions du Ségur de la santé 2020, la mesure 24 émet de permettre une prise en charge conventionnelle des actes de télémédecine pour les sages-femmes et les chirurgiens dentistes serait de bonne loi. Donc attention aux dérives, naturellement. Le Conseil de l'Ordre y veillera. Soumission au Conseil de l'Ordre des contrats, on l'a dit juste avant, c'est ce contrat de télémédecine bucco-dentaire manifestement contraire, potentiellement, qui peut être contraire potentiellement à la déontologie, notamment dans le domaine de l'orthodontie. Et puis l'exercice potentiellement commercial avec toutes les dérives de la profession potentielle, la localisation par exemple des banques de données, est-ce que réglementairement chaque pays, même au niveau de l'Europe, n'est pas soumis à la même législation, donc il faut faire très attention où circulent en fait ces données de santé. Donc la profession doit aller encore plus loin dans l'appropriation de la télémédecine en s'inscrivant bien sûr dans le cadre déontologique. Les deux éléments clés, c'est le secret médical et le consentement éclairé du patient. Le patient doit savoir qui regarde au bout de la caméra, au bout du fil, au bout du tuyau, quel est le confrère, quel est le praticien, le professionnel de santé qui va regarder son cas et avoir une analyse sur ces éléments médicaux. Donc la vigilance de l'ordre est très importante quant à cette préservation de la qualité de la relation de soins, même dans un acte de télémédecine bucco-dentaire où on sait que c'est dématérialisé. Il ne faut pas déshumaniser en fait cette relation très importante entre le praticien et le patient. Ce fameux contrat synalagmatique, bipartite entre le praticien et son patient, parfois donc il peut être tripartite avec une aide à côté du patient, il peut être tripartite dans le cadre d'une téléexpertise entre les deux confrères et le patient, mais il ne faut absolument pas déshumaniser ce contrat. Voilà, j'ai abordé tous les points importants aux yeux du Conseil national de l'ordre et je pense qu'effectivement, le représentant syndical qui va émettre la présentation derrière pourra apporter en particulier sur l'article 12 et la mesure 24 des éléments importants d'éclairage. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis effectivement disponible pour toute question. Merci Steve pour cette présentation très complète dans le temps imparti. Tu as tendu la perche au représentant syndical, en l'occurrence. Je vais lui donner la parole tout de suite, de façon à ce qu'il puisse exposer le point de vue des chirurgiens dentistes de France. Bonjour Nicolas, tu m'entends ?
Oui, oui, on t'entend. Ah, super. Merci déjà pour cette invitation sur ce sujet qui est ô combien d'actualité et important. Il y a certains points qui ont été résumés par le docteur Toutenay sur lesquels je ne reviendrai pas, qui sont la définition des différents actes. Pour resituer un petit peu dans le contexte, c'est vrai que c'est quelque chose qui avait été identifié donc déjà de plusieurs années, puis évoqué dans les dernières négociations conventionnelles. Donc pour ceux qui ne sont pas forcément chirurgiens dentistes dans la salle, et je crois qu'il y en a beaucoup, ce sont ces négociations entre les syndicats représentatifs, l'assurance maladie et les complémentaires qui permettent de fixer le cadrage tarifaire des actes des chirurgiens dentistes. Donc suite, si vous voulez, aux évolutions technologiques, à des projets en Occitanie comme IDAN, d'intelligence artificielle, de plus en plus d'initiatives et de nouvelles technologies qui se déroulaient dans les EHPAD, mais pas que, pour permettre un certain diagnostic des pathologies bucco-dentaires, des bilans et même parfois de la gestion des urgences. Le sujet, bien évidemment, de la télémédecine a commencé à être évoqué au sein de la profession depuis quelques années. Donc, avait été décidé dans la dernière convention la création d'un groupe de travail, puisqu'il avait été décidé que les syndicats et la assurance maladie avaient besoin d'experts. Et donc, Nicolas Giraudot, ici présent, donc votre présentateur, a pu participer à ce groupe de travail qui devait fixer un cadre pour tous les différents types d'exercices de télémédecine que Steve Toutenay vous a cité tout à l'heure. Ça n'a pas été un travail très très facile puisque comme on vous l'a dit, la profession a certaines spécificités. Pour la consultation, par exemple, on a effectivement besoin d'un examen clinique qui reste relativement difficile à effectuer à distance parce qu'à moins de mettre son iPhone au fond de la bouche, il y a quand même quelques contraintes technologiques qui ne permettent pas de faire l'intégralité de la consultation en physique à distance. Donc plusieurs terminologies ont été exprimées. Ce groupe de travail était en cours, puis la crise du Covid est arrivée avec un arrêt total et brutal de l'exercice en libéral comme parfois en hôpital, ce qui a fait qu'à partir du 17 mars, les cabinets ont commencé à se fermer. Il n'y avait plus de praticiens qui soignaient dans leur cadre classique pendant la crise du Covid. Donc c'est organisé un système de garde qui a été proposé par l'ordre national puis déployé dans les départements avec de la régulation qui s'effectuait au téléphone. Donc c'est-à-dire que les patients qui avaient des urgences appelaient via un numéro unique qui a été mis à disposition, et c'est donc posé pour la plupart des praticiens qui n'étaient pas exposés à ces problématiques la question de la télérégulation, de la téléconsultation, et d'avoir le souhait d'être rémunéré en fonction de ça. Donc des rémunérations provisoires ont été mises en place, il y avait des forfaits pour les gardes qui ont été mis en place dans les départements. Je pense que c'est un système qui a bien marché, mais qui a remis sur le tapis un petit peu tout ce travail qui avait été débuté pourtant bien avant la crise du Covid. Alors où en est-on? Effectivement, vous l'avez vu dans le Ségur de la santé, une commande ministérielle a été passée par Olivier Véran à l'assurance maladie pour réouvrir ces négociations via le groupe de travail, en ouvrant la téléconsultation, donc ce qui ne correspond pas tout à fait aux différentes terminologies qu'on a citées tout à l'heure, mais en ouvrant la téléconsultation aux chirurgiens dentistes. Donc ces négociations ont lieu, c'est un travail en cours, donc il y aura une prochaine négociation dans 3 jours, donc c'est vous dire que ce sujet est d'actualité, et qui est de définir les périmètres de cette téléconsultation ou télérégulation principalement, mais aussi des autres dispositifs qui permettent, comme Steve l'a cité tout à l'heure, qui ont un intérêt très propre dans les EHPAD, par exemple avec de la consultation asynchrone, c'est-à-dire qu'un personnel de santé va pouvoir réaliser des examens 3D d'une bouche d'un patient et un chirurgien dentiste va pouvoir plus tard effectuer une consultation classique, un bilan dentaire. Pour ce qui est de ce que l'assurance maladie appelait la téléconsultation, ce que l'on pourrait appeler de la télérégulation, c'est-à-dire un patient qui vous appelle avec une urgence, et dans ce cas particulier, on peut effectivement réaliser une ordonnance ou faire un conseil téléphonique. Bien, les praticiens souhaiteraient pouvoir être pris en charge, ce qui est normal, mais reste à définir le champ de ce qui peut être inclus dans cette téléconsultation.
Ce développement n'est pas sans risque, et ça je vous le dis effectivement en tant que syndicat, mais c'est quelque chose que l'assurance maladie, je pense, partage dans une certaine mesure, c'est que l'on ne souhaite pas que les avantages de la téléconsultation pour la prise en charge des urgences très douloureuses, dans le cas où par exemple une prescription d'antalgique ou d'antibiotiques pourrait soulager, soient dévoyés à des fins d'orientation de prothèse. Donc le docteur Toutenay vous en a parlé tout à l'heure, effectivement on partage tout à fait les notions d'accès aux soins, les notions de télémédecine pour les populations à risque. Néanmoins, on sait, puisqu'on a des exemples très récents, que quand on commence à orienter des praticiens, notamment vers de l'équipement en particulier où c'est dévoyé de son rôle initial, eh bien ça pose problème. Et on a eu, par exemple, je pense que vous avez suivi des échos dans la presse avec les ORL la semaine dernière. Donc nous sommes vigilants par rapport à ça, à ce que cette téléconsultation ne soit pas professionnalisée, c'est-à-dire que des chirurgiens dentistes ne puissent pas en faire un exercice exclusif, mais que ça vienne bien en complément d'un accès au dentiste traitant, ce qui est de toute façon nécessaire pour réaliser la plupart des soins dans la plupart de nos pathologies. C'est-à-dire qu'on peut rarement, je crois qu'on avait fait les statistiques, mais ça doit être seulement dans 20 à 30% des cas où seule l'ordonnance suffit. Il y a effectivement besoin d'un recours aux praticiens dans les semaines qui viennent. Donc pour de la temporisation, c'est très bien, mais il faut effectivement généralement soigner le patient derrière. Voilà un petit peu pour le cadre. Je pense que on aura des nouvelles sur cette prise en charge. Donc je pense que tout le monde est un petit peu d'accord qu'il faut permettre de la liberté aux chirurgiens dentistes, notamment libéraux, que tous les dispositifs qui sont mis en place, pour résumer, dans les hôpitaux avec des nouvelles technologies ont vraiment des intérêts propres et ça, il faut donner les possibilités à ces expérimentations de se développer, de même manière que la régulation dans les SAMU, puisqu'on peut se poser la question si, au niveau régional ou départemental, une régulation des urgences par le chirurgien dentiste permet au SAMU de libérer du temps consacré aux urgences médicales et surtout ne pas saturer les urgences et éventuellement d'attribuer aux chirurgiens dentistes de garde les patients qui en ont réellement besoin. Donc tout ça, c'est vraiment très intéressant. Et donc des développements, des éléments de réponse avec ces négociations qui débutent le 4 prochain. Je ne vais pas trop m'étendre si on veut passer à la discussion après pour revenir peut-être sur des questions spécifiques. Je ne sais pas si ça apporte les éléments de réponse que cherchait le docteur Toutenay, mais je vais laisser la parole à Alexandre et puis on pourra revenir là-dessus tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup. Merci Marco pour ce propos très clair et complémentaire de ce qu'a proposé Esti tout à l'heure. Effectivement, tu lançais la parole à Alexandre, donc Alexandre qui est le président de l'UNECD et étudiant en 6e année d'odontologie à Lyon. Je suis ravi qu'un étudiant puisse se joindre à nous et le représentant des étudiants encore plus. Donc Alexandre, je te laisse la parole sur les éléments. Merci. Merci Nicolas, merci à tous les deux pour ces premiers propos. En tant qu'étudiant, je suis personnellement ravi d'être ici dans de telles discussions. Ça montre bien que en fait, l'ensemble de la profession et puis le futur de la profession est investi dans une telle problématique, dans une telle thématique qui est somme toute un sujet d'actualité. On le voit depuis plusieurs mois, notamment nous concernant dans nos facultés. On est sur du tout dématérialisé. Donc là, ça rentre pleinement dans la thématique. Depuis tout à l'heure, on parle de la mise en place, on parle des dérives possibles. On porte un constat, nous, en tant qu'étudiants, c'est que on manque cruellement de formation par rapport à cette thématique. Pourtant, une majorité d'entre nous, nous sommes demandeurs, nous sommes intéressés par cette thématique qu'est la télémédecine, d'autant plus bucco-dentaire. C'est symbolisé avant tout par un manque d'enseignement à l'université, vous l'aurez compris. Mais on a quand même, de par ce Covid-19, vu que la profession avait besoin véritablement de garantir un tel suivi de par la télémédecine, notamment bucco-dentaire. Au niveau étudiant, nous avons réfléchi un petit peu à la thématique. Qu'est-ce que ça pourrait apporter à notre future profession, puisque dans quelques années, ce seront nous qui seront dans les cabinets de ville en grande majorité. Alors certes, ça permettrait de gagner du temps et de désengorger certains cabinets dentaires, on est bien d'accord. Et on est aussi d'accord sur le fait que ça apportera un accès plus ou moins simplifié de la dentisterie à des personnes qui se sont isolées. On a parlé des EHPAD, par exemple, tout à l'heure, qui n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer au sein de nos cabinets.
Une vérité également, c'est qu'on pense que le chirurgien dentiste n'est pas tout seul et qu'il doit s'intégrer dans une équipe soignante. Et le fait de faire appel à un tel outil permettrait de replacer le chirurgien dentiste au sein d'une véritable équipe de soignants. Alors qu'on a mis sous tutelle du médecin traitant. Après, on veut aussi faire entendre que une prescription, alors peut-être pas comme on l'entend actuellement, une prescription de téléconsultation ne doit pas forcément être engagée par le médecin traitant, mais que les patients ont également une certaine autonomie par rapport à tout ça. Ce qu'on voudrait aussi mettre en avant, c'est que la télémédecine bucco-dentaire, c'est un bel outil, mais il doit être mis à disposition, si vous voulez, de l'arsenal thérapeutique et diagnostique des praticiens. Ça ne doit pas être quelque chose qui doit se rajouter, mais vraiment que ça devienne un véritable outil. On est assez d'accord en tant qu'étudiant que la première consultation avec un patient est très importante. Et il nous semble un petit peu difficile, comme un petit peu l'a soulevé Marco tout à l'heure, qu'une première consultation, un premier contact physique et puis social avec le patient ne peut pas être remplacé par une simple interaction par ordinateur ou par téléphone. Ça nous semble quand même assez important de garder une véritable relation de soins. Pourquoi pas, à ce moment-là, dans un suivi, dans une maintenance, par exemple, on le fait actuellement, on le voit parmi nous, certains d'entre nous sont déjà en clinique dès la 4e année, on voit que finalement, on est en capacité aujourd'hui, on le fait de manière assez naturelle, d'appeler nos patients une fois une chirurgie passée, ou pour prendre simplement de leurs nouvelles, leur demander comment ça va, est-ce que ça fait partie de la télémédecine. C'est aussi, je pense, un débat qu'il faut peut-être avoir. La limite principale que l'on voit à cet outil, qui est quand même un bel outil, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une absence de formation, que ce soit des professionnels de santé, des futurs professionnels de santé, mais également des patients. On voit que certains n'ont peut-être pas forcément accès à toutes ces technologies, avec des réseaux Internet, somme toute, assez divergents au sein du territoire. Ça peut être une sorte de risque, peut-être de fracture un petit peu plus sociale dans l'accès aux soins. Ce sera peut-être à surveiller également. On a peur aussi que le fait qu'on puisse finalement dématérialiser un peu trop peut-être les consultations au sein des cabinets dentaires, ça favoriserait peut-être le nomadisme des patients, peut-être qui chercheraient plusieurs avis chez différents confrères, mais au final les soins ne seraient peut-être pas prodigués. Donc voilà, peut-être que ça peut être un danger. Ça peut être un danger. On risquerait à ce moment-là de peut-être passer même à côté de quelque chose, d'une grosse pathologie. Et à ce moment-là, au niveau santé publique, je vous laisse imaginer le résultat. Il ne faut pas oublier qu'il existe aussi des solutions aujourd'hui qui sont apportées pour les patients qui ont peut-être du mal à se déplacer au sein des cabinets dentaires. On rappelle qu'il y a des professionnels de santé qui font déjà des vacations au sein des établissements médico-sociaux. Donc voilà, est-ce que ce ne serait pas un frein justement à ces belles initiatives? Bon, ce serait peut-être quelque chose de complémentaire. Il faudrait peut-être réfléchir à tout ça. En revanche, quelque chose qui nous semble important, c'est le terme de prévention bucco-dentaire qui est cher à l'UNECD et à l'ensemble des étudiants de manière générale. On pense véritablement que la télémédecine bucco-dentaire, on entend, a un véritable rôle à jouer dans la promotion et l'enseignement des bonnes techniques d'hygiène bucco-dentaire. Vous le savez, on a une obligation au sein de notre formation qui s'appelle le service sanitaire, qui est une action que l'on doit mener chez certaines catégories de population. Donc, avec la crise du coronavirus, c'est un enseignement qui est plus ou moins mis de côté, mais voilà, ça peut être un véritable outil pour aller sensibiliser des classes de collégiens, des classes de lycéens, des populations carcérales ou alors même dans les EHPAD, on en parlait tout à l'heure. Ça peut être quelque chose à développer d'assez important. Je vais conclure rapidement sur le point de vue étudiantin par rapport à tout ça. Donc, nous sommes demandeurs, vous l'aurez compris, mais on manque réellement de formation par rapport à cette thématique et par rapport surtout aux outils et au bon fonctionnement des outils qui sont mis en place. Le numérique, ça prend une place véritablement omniprésente dans nos études et finalement dans la profession, et qu'il faut quand même qu'on s'en saisisse assez urgemment de cette thématique. Donc voilà, on rappelle, cette télémédecine bucco-dentaire doit être pour nous véritablement un outil et pas quelque chose qui vient se rajouter à la pratique. On manque de connaissances,
C'est certain, ça peut être prouvé par le questionnaire qui a été mis à notre disposition que Nicolas Giraudot vous a parlé en amont. On n'a que 5% de réponses chez les étudiants en chirurgie dentaire. Alors, est-ce que c'est un manque d'information, un manque d'enthousiasme? Je ne pense pas. Mais bon, voilà, ça montre finalement que la télémédecine bucco-dentaire, c'est quand même assez flou pour nous. Mais bon, comme je vous l'ai dit, finalement, on le pratique plus ou moins déjà au sein de nos centres de soins. Donc, voilà, est-ce que c'est peut-être pas finalement qu'une question de sémantique par rapport à cette thématique? Voilà, je vous remercie. Je ne vais pas aller plus loin. S'il y a des questions, bien sûr, on reste à votre disposition. Et je remercie encore Nicolas Giraudot pour l'invitation à ce temps d'échange. Merci beaucoup, merci Alexandre, merci à vous trois pour ces éléments complémentaires. Oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais la première étape est passée. Nous sommes tous autour de la table pour échanger. Y a-t-il des questions? Nous avons encore 1 ou 2 minutes, peut-être par texte, de façon à éviter la cacophonie. Si l'un d'entre vous, dans l'assistance, a une question, ou je vous invite de toute façon à contacter les intervenants par messagerie personnalisée à travers l'application. Tout le monde a parlé, donc normalement nous sommes bons. Je ne vois pas de questions apparaître. Je vous remercie, mesdames, messieurs les intervenants, pour avoir pu présenter ces différents points. Mesdames, messieurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais mesdames, messieurs, d'y avoir assisté, messieurs, d'y avoir participé sur l'animation. Et je sais que nous nous reverrons pour continuer d'échanger, de travailler ensemble sur cette thématique. Et la Société française de santé digitale et le groupe de télémédecine sont ravis de pouvoir participer à ce mouvement au sein de la profession. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci Nicolas. Merci à tous. Bonjour Yann.
Yann? Quelqu'un qui est en train de voir. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente en quelques instants. Je suis Arnaud Billy. Je dirige la société Maya au sein du groupe CGDIM. Maya est la société qui fournit des services de téléconsultation et de prise de rendez-vous en ligne pour les professionnels de santé, qu'ils soient médecins comme auxiliaires ou pharmaciens. Ce que je vous propose dans la demi-heure qui nous appartient, c'est de pouvoir revenir un petit peu sur les éléments de téléconsultation avant première vague, pendant première vague, entre les deux vagues, puis post-seconde vague, au travers d'éléments chiffrés et factuels, aussi bien sur le prisme des professionnels de santé que sur la perception de la téléconsultation, je dirais plutôt sur les patients. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Avant que je puisse démarrer, et apparemment quelqu'un me dit qu'on m'entend bien, donc je vais pouvoir démarrer ces slides. Ce que je vous propose justement au travers d'éléments un peu chiffrés, c'est de revoir justement ce qui s'est produit pendant la première vague. Donc là, on observe une période de mars-avril 2020, première vague Covid, et vous pouvez suivre l'évolution. Alors c'est la source, c'est les données qui proviennent du panel SIN, qui sont des datas qui sont éditées par le groupe, par la société GERS. Vous avez pu entendre parler aussi ce matin. Qu'est-ce qui se passait? En fin de compte, avant le confinement, on était vraiment dans une zone, je dirais, assez confidentielle encore, de la téléconsultation. On en parlait. Les avenants ont permis effectivement de démocratiser beaucoup plus l'usage de la téléconsultation, mais très clairement en termes d'usage, on plafonnait sur des 0,1, 0,2% de téléconsultation sur la part totale des consultations en France. Puis est arrivée, comme vous le savez, cette première vague de Covid qui a induit jusqu'à 28% des actes de consultation qui étaient des téléconsultations courant mars pour les médecins généralistes. On pourrait descendre dans des strates un petit peu plus fines par spécialiste. On a eu des cas encore plus conséquents sur de la psychiatrie, sur des dermatos, sur certaines spécialités qui ont vraiment utilisé massivement la téléconsultation pour suivre leur patientèle. Alors, je reviendrai sur la partie, je dirais, professionnelle de santé ultérieurement. On a mené une étude, c'est toujours intéressant parce qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez classe, je dirais, entre des professionnels de santé et des patients, et il faut que les deux adhèrent à une solution de téléconsultation. Donc, on a mené une petite étude justement vis-à-vis des patients pour connaître leur appétence à la téléconsultation vis-à-vis de l'usage qu'ils avaient pu en avoir pendant la vague de Covid. Je vous donne les éléments clés. La première bonne nouvelle, c'est que mine de rien, 96% des Français ont entendu parler de la téléconsultation. Ça peut sembler évident, mais pas tant que ça en l'occurrence. Et je pense que médiatiquement, on a eu la chance que le sujet soit venu sur le devant de la scène. Mais il n'y a pas eu que la partie médiatique, là où on voit la lecture d'un article qui massivement a permis de reconnaître la téléconsultation. Mais moi, il y a un élément qui m'intéresse beaucoup, qui est le second élément là, qui est la partie professionnelle de santé. C'est-à-dire que dans un
un quart des Français qui ont entendu parler de la téléconsultation en ont entendu parler par son professionnel de santé. Et je pense que cette part-là, ça c'est un avis personnel qui n'engage que moi, mais je pense que cette part-là devrait être amenée à évoluer encore plus. Et en mettant, évidemment, on parle beaucoup du patient acteur de sa santé, mais on parle aussi, je pense beaucoup, du professionnel de santé acteur de l'évolution digitale et de la relation qu'il peut avoir avec le digital pour toujours améliorer le parcours de soins de ses patients. On parle aussi du bouche à oreille, parler via un proche qui monte jusqu'à 28% et jusqu'à 38% chez les 25-34 ans. Voilà. Pour compléter, près d'un Français sur 3 a déjà eu recours à la téléconsultation. On est à 27%. Et effectivement, là, sur les tranches d'âge et les sectorisations géographiques, vous pouvez avoir une plus ou moins forte intensité vis-à-vis de cette moyenne. Chez les 25-34 ans, on est monté jusqu'à 40% d'usage de la téléconsultation au moins une fois. De mémoire, on a même eu dans 50% des cas de personnes qui ont utilisé la téléconsultation, ils l'ont utilisé plus d'une fois en vague 1. Et l'autre élément aussi qui est assez intéressant, c'est que peut-être que c'est dans une moindre mesure que les 50 ans ou plus, donc un peu plus seniors, ont utilisé la téléconsultation. Néanmoins, ils l'ont bel et bien utilisée. Pour poursuivre, alors on parle d'un portrait robot, je dirais, des utilisateurs de la téléconsultation en France. Toujours un peu difficile, néanmoins, il y a quand même quelques tendances qui ressortent, je dirais, un petit peu d'utilisateurs. On est quand même sur une population plus féminine de l'usage de la téléconsultation, qui est très liée certainement donc à 53,1%, et qui est très très liée aussi au fait que 61% de ces personnes ont au moins un enfant de moins de 18 ans. Donc on a parlé de la vague de Covid numéro 1, mais vous allez voir tout à l'heure que les motifs d'utilisation de la téléconsultation sont loin d'être uniquement liés à la Covid. L'âge moyen est de 40 ans et on a effectivement une grosse représentativité, quand on regarde eu égard à la zone géographique, on a une grosse représentativité sur l'Île-de-France, à hauteur de 24%. Alors, la connaissance de la téléconsultation, ce qui est intéressant, c'est que parmi ceux qui ont fait usage de la téléconsultation en vague 1, vous êtes quasiment 3/4 des personnes à souhaiter poursuivre cet usage de téléconsultation. Je pense que c'est aussi lié au fait que dans 50% des gens, 50% des cas, des gens qui ont fait de la téléconsultation, ça a été plus d'une fois. Donc l'usage s'est instauré aussi bien chez les professionnels de santé que chez les patients. Si ça n'avait été que d'un côté ou de l'autre, ça aurait été unilatéral et je pense que ça aurait été un gros flop certainement. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi vous avez quand même un quart qui pensaient arrêter. Majoritairement, ils pensaient arrêter parce que il y a la fin du confinement et qu'ils pensent revenir à leur cabinet médical, ce qui est tout à fait légitime. Encore une fois, ça ne se substitue pas à du présentiel et à de la visite physique de son professionnel de santé, mais ça peut arriver en complémentarité. Encore une fois, je reviendrai sur les motifs de téléconsultation. Et parmi les personnes qui n'ont pas eu recours à la téléconsultation, mine de rien, vous en avez quand même pas loin de 60% qui disent j'ai quand même l'intention d'y recourir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu une vague de Covid et qu'il y a eu que seulement 3/4 de la population qui a utilisé que les autres n'ont pas eu envie de le faire. Ils n'ont pas eu juste de motif de faire de téléconsultation pendant cette vague. Donc c'est aussi assez, je dirais, prometteur sur le prisme du patient. Les raisons de téléconsulter, même si elles semblent assez évidentes, il est toujours bon de le rappeler, ça clairement, pour un patient, encore une fois, on aurait pu se dire que pour le médecin, ça pouvait être un peu cela aussi, pour un patient, mais il gagne du temps dans sa journée. J'ai plus les stats en tête, mais de mémoire, vous avez quand même, ce qui est très lié aussi à la désertification médicale, vous avez tout un tas de patients qui sont à au moins 50, voire plus kilomètres de leur médecin généraliste notamment. Et on ne vous parle même pas des spécialistes. Donc, effectivement, c'est un gain de temps énorme que de pouvoir effectuer une téléconsultation. Avoir un rendez-vous plus rapidement, cela va de soi. On parle et derrière, ça sous-tend un petit peu tout ce qu'on entend par les soins non programmés, qui sont un élément qui est capital aussi dans le parcours de soins du patient. Éviter de tomber malade pendant le trajet. On était clairement dans la vague de Covid, ça va de soi. Être rassuré rapidement. Très important. C'est peut-être aussi pour ça qu'on parle d'une population un peu plus féminine sur la téléconsultation et souvent avec un enfant de moins de 18 ans. Éviter de se déplacer avec ses enfants et un désert médical. Un désert médical, même si ça intervient en 20% ici, donc dans une moindre mesure, on sait très bien que c'est l'un des éléments qui transparaît au travers justement de se gagner du temps dans la journée.
Si je poursuis un petit peu et sur la satisfaction de la téléconsultation, encore une fois, hein, je ne parle pas de Maya, mais dans son ensemble, dans l'usage qui a été fait de la téléconsultation, globalement, 52% des Français sont très satisfaits. Donc, c'est une note entre 18 et 20, c'est un peu comme un Net Promoting Score. Hein. 52% sont très satisfaits, mais globalement, la note, elle est à 16,6. Vous voyez les divers items ici hein, sur la satisfaction et le détail de la satisfaction. Je ne vais pas m'attarder dans tous ces éléments-là. Je vais juste revenir sur un élément qu'on n'a pas vu, mais effectivement, il y a une notion de paiement automatisé. Alors certes, en ce moment, la prise en charge de la téléconsultation par l'assurance maladie, donc par le RO, est systématisée, mais jusqu'à un certain temps. Et à un moment donné, on a passé, désolé. Hop, voilà. On est sur un paiement automatisé, et ça, c'est un élément qui est important, c'est de pouvoir et automatiser le paiement, et le remboursement, et la sécurisation, bien évidemment, de ce paiement. Alors, conclusion de la première vague, usage stabilisé entre 8 et 15%, un tiers des Français qui s'y sont mis. Et effectivement, il y a eu des développements qui ont eu lieu pendant cette vague de Covid, qui n'avaient pas eu lieu précédemment, qui ont permis justement de fluidifier ce parcours de soins via la téléconsultation, la possibilité d'éditer et d'effectuer des ordonnances et de déposer des ordonnances sur les espaces sécurisés de leurs patients, le partage de documents, et pas que d'ordonnances. Nous, on s'est aperçu, côté Maya, que massivement, l'usage du partage de documents était un élément clé. Effectivement, on sait très bien que tout à chacun peut envoyer des résultats d'analyse via une adresse email à son médecin, mais c'est tout sauf sécurisé et tout sauf traçable. Et aussi l'autre élément, effectivement, la téléconsultation immédiate, qu'on peut appeler la téléconsultation instantanée. Encore une fois, cela fait écho aux soins non programmés. Alors de notre côté, effectivement, sur Maya, vous pouvez soit faire du rendez-vous, soit aussi faire du sans rendez-vous, qui est assez plébiscité par les patients, je dois le reconnaître, avec des médecins qui se rendent disponibles, des médecins libéraux, hein, ce ne sont que des médecins libéraux, qui se rendent disponibles pendant une période donnée dans la journée pour leurs patients. Alors ça, c'est une petite analyse par rapport à ce qu'on a pu étudier, ce qu'on avait prévu. Très clairement, ça nous a fait un bond en avant, cette première vague, je pense, de 2 ans, sur l'éducation et la démocratisation de l'usage par les professionnels de santé et par les patients. Voilà pour cette conclusion sur la première vague. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur la seconde vague? Allons-y. Alors, sur la seconde vague, on a vu, il y a 2 phénomènes. Je vais essayer de vous détailler cela et de tenir le timing en même temps. Je regarde ma montre. Ce n'est pas par impolitesse, mais j'essaie de tenir le timing. On voit 2 choses. Vous voyez 2 courbes ici, hein, toujours issues des données SIN. La première, en orange, vous voyez le poids des téléconsultations sur le total des téléconsultations. Vous vous rappelez, on s'était arrêté par là tout à l'heure, hein, à hauteur de 27-28% sur la première vague. Puis un léger déclin inévitable, puis un rebond à hauteur de 10% à peu près. Ce sont des données, je dirais, toutes spécialités confondues. Si on descendait dans les strates de certaines spécialités, vous pourriez voir qu'on est bien au-dessus, on est plus proche de 15-20%, et sur certaines spécialités, vous êtes en dessous des 10%. Et la barre bleue, vous observez aussi qu'il y a eu des médecins utilisant de la téléconsultation sur le total des médecins, qui, en fin de compte, a suivi un petit peu cette courbe-là, mais ça ne veut pas dire que vous allez toujours, vous voyez, au plus bas de l'usage de la téléconsultation, vous avez quand même toujours pas loin de 30% des médecins en France qui ont continué à utiliser la téléconsultation dans leurs actes au quotidien pour remonter à pas loin de 50% aujourd'hui. Voilà, donc 50% des professionnels de santé, si vous tirez depuis le début, depuis le début de la première vague, vous avez 50% à la fin de l'année qui utilisent la téléconsultation, je peux vous assurer que l'usage, c'est plutôt prometteur, c'est bien instauré sur ces professionnels. Un petit peu de détail aussi, ce qui nous semblait assez important aussi, c'était de pouvoir revenir sur les motifs liés à la téléconsultation, puisque je pense que médiatiquement, on a entendu beaucoup parler de la téléconsultation parce que Covid, et donc la relation de cause à effet semblait assez, je dirais, limpide, sauf que ce n'est pas uniquement cela. Vous pouvez observer que les motifs de téléconsultation en seconde vague, et vous avez le split, je vous fais la lecture rapidement, donc pour les patients de moins de 20 ans, les patients de 20 à 59 ans et les patients de 60 ans et plus, vous apercevez effectivement que le motif de consultation, de téléconsultation Covid est le premier sur les plus jeunes et va crescendo à mesure que l'âge progresse. Et vous avez tout un tas d'autres motifs de téléconsultation qui induisent que, qu'il y ait Covid ou pas, la téléconsultation, elle est instaurée culturellement chez les patients et chez les médecins. Et il y a des motifs qui sont clairement identifiés hors Covid qui vont favoriser l'usage de la téléconsultation. Et cela peut aller, je dirais, de la petite toux, du rhume, jusqu'au renouvellement d'ordonnance.
mais jusqu'aussi, bien évidemment, au suivi des patients atteints de maladies chroniques, que ce soit le diabète, l'hypertension, le cholestérol, etc. Donc là, on retrouve ici tous ces éléments-là. L'efficacité du confinement, fort heureusement, ça a porté ses fruits, comme vous pouvez le voir, puisqu'on voit, là aussi, ce sont des données que nous traçons et que nous suivrons. C'est toujours intéressant qu'on vous les partage. Le nombre moyen de nouvelles présomptions de Covid sur les 7 derniers jours. Donc là, on est un petit peu, pas sur les 7 derniers jours, puisque maintenant, on est au 2 décembre. Mais vous voyez justement que le confinement a permis de faire un vrai redout, et tant mieux, des présomptions de Covid-19 sur les derniers jours. Là aussi, sans rentrer dans tous les détails, on fait un petit corollaire, justement, une comparaison de présomption Covid entre la première et la seconde vague. La première étant la courbe en noir, avec les éléments clés que vous pouvez voir ici, et la courbe en vert, avec les éléments clés que vous pouvez voir ici. Vous voyez que, justement, on suit à peu près le même redout et le même regain, donc c'est assez positif, hein. Certainement, cette courbe qui diminue, elle suit un petit peu en parallèle ce qui s'était produit lors de la première vague. Donc, fort heureusement, j'espère qu'on sera bien heureux tous en respectant les gestes barrières au moment de Noël. Les évolutions pour la pratique de la téléconsultation, ce qu'on s'est permis de faire justement on est encore sur la deuxième vague, hein, bien sûr, mais on s'est permis de faire une deuxième étude avec le CSA. Vous comptez à peu près, on fait une étude sur 800 patients. Donc c'est assez représentatif, je dirais, en France. Et vous allez voir là les évolutions. On a essayé de travailler un petit peu sur d'autres critères en ce qui concerne l'usage de la téléconsultation. Le premier critère sur lequel on est revenu, c'est l'accompagnement lors de la téléconsultation. Alors chez Maya, on fait de la téléconsultation entre des médecins et des patients, mais on le fait aussi en téléconsultation accompagnée. Accompagnée que ce soit par des pharmaciens comme des infirmiers. On ne parle pas de la partie de télésoins qu'on adresse aussi, mais on va se focaliser sur la téléconsultation accompagnée. Et vous pouvez le voir ici, 81% des patients qui ont fait de la téléconsultation ont fait de la téléconsultation seuls, en autonome. Et par contre, 19% en ont fait de manière accompagnée. Et donc, 59% en ont fait avec un pharmacien et 58% avec un infirmier. Pourquoi ça fait un total de plus de 100%? C'est parce que certains patients ont fait plus d'une téléconsultation, et une fois avec un pharmacien, une fois avec un infirmier. Et les raisons de l'accompagnement, je vous dirais, restent assez basiques, hein, mais j'avais besoin d'être rassuré. Le médecin demandait des prises de mesures en direct. Mon état de santé m'y oblige. Je ne suis pas à l'aise avec l'outil de téléconsultation et l'informatique. Je pense que ça pourrait même être au-dessus en termes de pourcentage. Dans tous les cas, c'est les résultats de cette étude, mais très clairement, on considère que l'accompagnement, avoir des accompagnants, des aidants pour accompagner à la démocratisation de l'usage et je dirais effectivement, pourquoi pas avoir une téléconsultation un peu plus poussée, un peu plus approfondie avec des objets connectés, permet, moi, ce que j'entends vraiment par vraie universalisation ou vraie démocratisation de la téléconsultation au plus grand nombre. Très connecté, j'utilise beaucoup mon smartphone, je pense que mon entourage l'utilise beaucoup. De fait, je n'ai pas de problème avec la téléconsultation. En revanche, je pense que si je demande à ma maman de faire une téléconsultation, elle aura besoin d'être rassurée et se déplacera en pharmacie pour effectuer cet acte-là. Donc, il y a un bien fondé à ce que ce soit accompagné par les pharmaciens, les infirmiers. Et encore une fois, je pense qu'on n'aborde pas aujourd'hui dans nos statistiques la partie télésoins, mais très clairement, on voit aussi une évolution très positive. Alors, de part aussi des nouveaux avenants, hein, vis-à-vis des sages-femmes, vis-à-vis des infirmières et vis-à-vis des kinés, qui font des actes de télésoins de plus en plus fréquemment. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces deux vagues? Alors, un intérêt pour la téléconsultation qui reste fort et des changements de comportement vis-à-vis de cette pratique. Oui, nous sommes sur une stabilisation effectivement de l'usage ou une croissance qui va devenir un peu plus contenue, mais la croissance est bel et bien là. Et ce qui est intéressant, je vous dis et je le répète, c'est cette notion de démocratisation de la téléconsultation, où on rappelle les motifs principaux de téléconsultation, le suivi médical, le renouvellement d'ordonnance, les symptômes ponctuels. Alors, l'urgence médicale, attention, hein, ne pas se substituer au 15, bien évidemment. Dans tous les cas, on peut avoir des questionnements urgents, mais non pas des cas urgents, et qui peuvent être tout à fait traités en matière de téléconsultation. La situation sanitaire, on le sait, a fortement influencé le choix de la téléconsultation, cela va de soi, mais je vous assure que post-situation sanitaire, on est rempli d'espoir, je pense, tout comme vous, sur un usage plus massif de la téléconsultation.
Alors, une diminution de la volonté de voir les médecins traitants utiliser la téléconsultation suite au déconfinement. Ça s'entend, encore une fois. La deuxième vague, d'ailleurs, les cabinets n'étaient pas fermés, les pharmacies n'étaient pas closes non plus. Et donc, on a des patients qui ont continué à se déplacer, tant mieux, à se déplacer dans les cabinets médicaux. Ce qui induit donc le fait d'avoir une plus faible volonté de voir leur médecin traitant utiliser la téléconsultation. Retour d'expérience positif et encourageant. On l'a vu tout à l'heure, 16,6 sur 20, 8,3 sur 10 en moyenne des utilisateurs de téléconsultation étaient satisfaits. Les utilisateurs recommandent cette pratique. On est effectivement sur des morphotypes peut-être un petit peu plus jeunes que la moyenne des Français et peut-être un petit peu plus féminines. Mais en l'occurrence, et encore une fois, si vous n'êtes pas une femme mais un homme, et si vous n'avez pas 43 ans mais vous en avez 60, 65, peu importe, vous pouvez tout à fait être accompagné soit à votre chevet en tant que patient, soit au sein de l'officine, parce que de plus en plus d'officines s'équipent en solution de téléconsultation. La téléconsultation en pharmacie, parlons-en, une pratique à développer et à faire connaître, c'est vrai. Je pense que les gens, quand on leur parle de téléconsultation, ils identifient immédiatement cette visio qui peut s'instaurer entre eux-mêmes et un professionnel de santé, notamment leur médecin traitant. Mais 39% seulement des Français connaissent la téléconsultation en pharmacie. Et à noter que les Français de 50 ans sont plus ou moins au courant de cette pratique. Donc là, on s'aperçoit que justement, tout n'est pas fait, loin s'en faut. Il y a encore énormément d'efforts à faire de la part des acteurs du privé que présentait Maya et d'autres, bien évidemment, pour éduquer les professionnels de santé, pour les aider et les rendre à l'aise avec cet usage de la téléconsultation. Je crois que là, ça fait partie de notre mission. Notre mission n'est pas juste de fournir des solutions technologiques qui marchent. Ça, c'est heureusement qu'on le fait. Mais l'accompagnement que l'on a à faire en matière de formation des professionnels de santé pour les rendre suffisamment à l'aise pour qu'eux-mêmes puissent en parler à leurs patients. Je pense que c'est là où on a une énorme vocation et je pense que d'ailleurs aussi la SFSD œuvre beaucoup en la matière. Et donc seulement 19% de fait des téléconsultations étaient assistées d'un professionnel de santé, donc pharmacien ou infirmier. Les différentes raisons évoquées sont des raisons souvent techniques. Voilà, je suis plus que dans les temps. J'ai même le temps de prendre quelques questions si vous souhaitez en poser. Pas de questions. Écoutez, le plus grand plaisir que vous me feriez, c'est d'aller sur maya.com une fois que vous aurez quitté le congrès et je serai ravi de recueillir vos avis sur notre solution. N'hésitez pas à nous contacter.